Bonjour à tous, je suis Nicolas Perrin en charge des activités Salesforce Niji. Donc merci et bienvenue à vous tous d'être présents à ce webinaire Niji dédié à la dernière release de Salesforce, la Spring 22. Comme tout éditeur de solutions en SaaS et dans la logique du no software, hein, Salesforce propose des mises à jour régulières, vous le savez, 3 fois par an pour être plus précis, qu'ils appellent des releases. Il y a la Spring en février, c'est celle dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a la Summer en juin et la Winter en octobre. C'est à peu près généralement le calendrier qu'ils essayent de respecter. Et si la montée de version se fait automatiquement, si tous les composants de votre environnement de production supportent cette mise à jour de façon fluide, il est important de comprendre les changements technico-fonctionnels de ces releases, de comprendre les évolutions et aussi de découvrir les nouvelles fonctionnalités pour bénéficier, exploiter et profiter au mieux de la puissance des solutions Salesforce. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de vous proposer lors de ce webinaire, vous présenter une synthèse de la dernière release de Salesforce, la Spring 22. Mais avant ça, et puis ce qu'on va faire, c'est, je vais vous dire quelques mots de Niji rapidement. Vous vous rappelez, donc Niji, c'est une entreprise de environ 1000 talents avec plusieurs business units, plusieurs métiers, le conseil, avec 120 consultants, l'agence, une vraie agence créa avec des designers, et des directeurs créa et toute l'équipe qui représente 130 talents, une grosse équipe technologie, de développeurs, d'experts, d'infrastructures en front et back, et puis une équipe Salesforce que j'ai la chance d'encadrer qui compte 90 talents et plus de 300 certifications cette année. Et enfin, pour terminer, une dernière business unit née récemment spécialisée dans la cybersécurité. Et sur la prochaine slide, Julien, voilà, donc juste un petit focus rapide sur la business unit. Je pilote qui s'appelle Digital Business Solutions. C'est quoi? Je l'ai dit, c'est 90 experts avec différents métiers. Une équipe d'architectes et de développeurs, une grande équipe spécialisée dans la gestion de projets et de services, une équipe de consultants experts sur les solutions qu'on appelle Core CRM de Salesforce, mais également sur Marketing Cloud. Voilà. Et puis, Niji, c'est 10 ans de partenariat avec Salesforce. Et puis, c'est un niveau Summit, qui est le plus haut niveau de partenariat chez Salesforce que nous avons atteint cette année, donc, et dont nous sommes très fiers. Pour vous accompagner lors de ce webinaire, il y aura Julien Lemaire, qui est responsable d'une partie de l'activité Core CRM. Il y aura Florian Rouet, qui s'occupe du pôle Marketing Cloud. Et enfin, Vincent Le Chaton, qui est responsable technique dans le pôle technologie de DBS. Donc, je vais leur laisser la parole. Juste avant ça, quelques mots. Juste, n'oubliez pas de vous mettre sur muet. C'est important. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion, des questions qu'on enregistrera et puis qu'on pourra aborder à la fin de ce webinaire. Voilà. Donc, je laisse la parole maintenant à Julien. Alors, bonjour à tous. Comme Nicolas l'a bien cité, je vais être en charge de vous présenter la partie Spring 22 sur la partie plutôt core. Avant ça, on a défini déjà des petites convictions qui ressortent de la Spring 22 et aussi de plutôt la partie Salesforce au global. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, et les convictions qu'on a chez Niji, c'est que véritablement, Salesforce va poursuivre sa progression vers le low-code, notamment via l'orchestration des flows, mais surtout la partie flow en long, large, travers. On verra bien avec Vincent qui vous en parlera tout à l'heure dans les slides. On est véritablement sur l'envie de ne plus toucher à du développement spécifique. On est vraiment sur une envie d'aller sur du low-code et du click pour permettre à l'utilisateur de gérer sa plateforme de manière quasi autonome. Ensuite,
Salesforce donne un nouveau volet encore dans cette release sur la partie expérience utilisateur. On a cette volonté de guider les utilisateurs vers de nouveaux usages et surtout dans une optique de change management, puisqu'on sait qu'un projet IT de cette envergure, donc généralement le CRM, ça a des impacts en termes de change management et qu'il faut savoir engranger. Et là, Salesforce nous met à disposition des outils qui nous permettent d'aider l'utilisateur et de nous aider, nous, en tant que consultants ou intégrateurs de la solution, avec des usages précis dans la plateforme. Ensuite, on parlera d'une mise en conformité, notamment via le MFA et le Hyperforce. On reviendra après tout à l'heure plus en détail. Et on va aussi vous parler d'un point un peu technique où Salesforce, en tout cas dans nos convictions, améliore drastiquement l'intégration entre les plateformes. Donc, vous allez voir, on va vous parler d'OpenAPI 3.0, des Salesforce Functions notamment, et éventuellement, sur la fin, Vincent vous présentera aussi tout ce qui est la partie industrialisation et la montée en compétence de tout ce qui est développement front, notamment sur les tests, où on a fait pas mal d'améliorations sur cette release. Donc, on va commencer avec, de mon côté, le in-app guidance. Alors, je vais vous faire une petite définition, puis je vous montrerai rapidement comment le jouer en démo. Ce sera plus sympa et plus interactif. Alors, de mon côté, comme ce que je disais sur la partie expérience utilisateur, Salesforce a vraiment une volonté d'accompagner les utilisateurs et il le fait très bien via cette feature qui est l'in-app guidance. Donc, en fait, l'in-app guidance, c'est quoi? C'est une petite fenêtre que vous voyez ici en jaune qui permet de guider l'utilisateur sur des composants Lightning. C'est-à-dire que sur n'importe quel composant, donc là, on voit par exemple sur le chemin, donc sur le cycle de vie d'une opportunité, on peut accompagner les utilisateurs dans voilà, le choix qu'ils doivent faire sur l'étape, peut-être même détailler les étapes. Et dans cette petite fenêtre, on est en capacité de la rattacher soit à des composants, soit à un endroit précis dans la page, ou soit on peut également le mettre en bas à droite, comme ce qu'on peut déjà voir des fois sur certaines heures de Salesforce. Pour vous le montrer, quoi de mieux qu'une petite démo? Je vais vous montrer en live de quoi il en retourne. Hop, ici. Donc, dans l'application Salesforce, vous allez ici sur Guide, dans Guide de l'application. Vous pouvez donc du coup cliquer ici pour ajouter un nouveau guide. Et là, j'en ai déjà prévu un, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne en live. Donc, vous cliquez sur Commencer le test. Et lorsque je commence sur le test, j'ai pris un exemple que je vais faire sur un compte. Lorsque je vais aller sur un compte, je vais arriver sur cette petite fenêtre où là, ici, vous voyez, en bleu, j'ai le surbrillage avec une info où je peux remplir des champs. Et en fait, cette petite fenêtre va pouvoir aider l'utilisateur à dire, bah voilà, en fait, pour remplir les champs, il faut cliquer sur la petite icône qui est ici. Et ensuite, quand je vais faire suivant, ça va basculer sur un autre composant qui va me dire, bah voilà, en fait, sur ce composant-là, tu peux envoyer des emails, tu peux consigner des appels, tu peux réaliser des tâches. Et comme ça, je vais pouvoir guider l'utilisateur dans ses usages de Salesforce. Donc ça, c'est une feature que je trouve plutôt intéressante, surtout pour nous consultants ou pour nous intégrateurs qui mettons en place des solutions. La partie change management, elle est portée à la fois par la formation, mais également par ce genre de petites features qui permettent d'accompagner l'utilisateur de bout en bout. Autre petite feature super intéressante dans cette Spring 22, c'est l'amélioration de la configuration des collaborative forecasts. Alors pour les néophytes sur la partie Salesforce, les forecasts, c'est la partie prévisionnelle. C'est vraiment le module qui vous permet de suivre un pipe commercial avec des steps bien précis à la Salesforce. Donc, dans ce nouveau module, vous avez possibilité de paramétrer une période, une équipe, déterminer quels sont les métriques commerciaux, quels sont les champs que vous voulez afficher dans le forecast et aussi l'objet que vous voulez sélectionner. Là, je vais vous faire une petite démo aussi super rapide là-dessus. Comme ça, vous allez voir. Donc, ça, c'est le forecast. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le forecast qu'on a imaginé, par exemple, sur une catégorie de produits. Donc, vous voyez ici, je suis sur un salarié, par exemple, Laura, dans lequel je peux cliquer ici sur les petites parties et voir au niveau du forecast et par produit où est l'effort commercial à fournir et où en sont ces opportunités.
Pour le paramétrer, je vais ici dans les settings, je tape Forecast, je vais dans Forecast Settings, et ici j'ai un nouveau bouton qui s'appelle Create Forecast Type. Et quand je vais cliquer dessus, je vais être guidé de bout en bout sur ce que je vais vouloir paramétrer comme type de forecast. Donc là, je peux sélectionner, donc on va prendre les opportunities. Ensuite, on me demande une mesure, comme ce que je spécifiais tout à l'heure. Donc là, il va chercher tous les champs de type devise. Donc je fais un peu vite. Ensuite, j'ai la possibilité de sélectionner des dates, par exemple la close date, mais aussi tous les autres types de dates qu'on aurait pu paramétrer. Ensuite, la hiérarchie, sur quoi ça se base? Est-ce que c'est sur un territoire ou est-ce que c'est un rôle? Je vais sélectionner un rôle. Et ici, autre chose qui n'existait pas du tout avant, la possibilité de filtrer par type d'enregistrement sur le forecast. Et ça, c'est une petite révolution. Donc, on va pouvoir sélectionner le type d'opportunité sur lequel on forecast. C'est plutôt intéressant. Et ensuite, à la fin, on met simplement un nom, on valide et c'est terminé. Voilà, donc vous voyez, en termes de configuration, avant c'est très très compliqué à mettre en place. Il y avait pas mal d'écrans, il y a pas mal de choses à paramétrer pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, ils ont tout regroupé en un seul point et c'est une très bonne nouvelle, une très bonne chose. Le forecast, pour rappel, il est disponible sur tout type d'org, que ce soit professional, performance, développeur, les éditions Enterprise Unlimited. Une fois qu'on a paramétrer notre type de forecast, on a maintenant la possibilité d'avoir des nouveaux filtres sur cette partie forecast. Donc, notamment sur la droite ici, des petits flags pour l'évolution du chiffre. Est-ce que ça a été à la hausse? Est-ce que ça a été à la baisse? Et ensuite, on peut avoir un focus comme ici. Vous voyez, le montant a diminué de 10 000 € entre aujourd'hui et novembre. Voilà. Typiquement, ce genre de choses, ça n'existait pas avant. Et ça, c'est aussi une très, très bonne nouvelle que Salesforce améliore cette partie. Et aussi, sur la partie vue complète du forecast, vous avez la possibilité de sélectionner directement des choses qui sont intéressantes. Typiquement, ici, vous avez la possibilité d'afficher le pourcentage de réalisation de l'objectif. Donc ça, c'est plutôt canon pour quelqu'un qui est manager, qui a envie de traquer l'équipe et le pourcentage d'atteinte de ses objectifs, mais aussi pour le commercial. Et également, vous avez un autre fil qui est assez sympa, c'est de voir tous les changements qui ont été effectués sur les 7 derniers jours. Est-ce que le commercial a changé la close date? Est-ce que le commercial a fait bouger le montant? Est-ce qu'il a évolué à la hausse, à la baisse, etc. Donc ça, c'est des petites nouveautés qui sont super sympas et il était temps que Forecast évolue. Au niveau de Pipeline Inspection, donc ça, c'est une super feature qui est super intéressante, là encore, pour le commerce. Elle vous permet de gérer le pipe commercial, elle permet de visualiser tout ce qui se passe, l'effort qui est fait sur chaque deal, et ensuite, elle permet également de modifier, de filtrer des opportunités de manière dynamique et aussi graphique, via l'utilisation de flowchart, par exemple. Donc, sur la partie Pipeline Connection, commercial, pardon, vous avez la possibilité d'avoir une sorte de tableau comme ça avec des filtres. Alors, pour être encore plus vrai, je vais vous le jouer, c'est beaucoup plus sympa. Je vais donc du coup sur l'onglet opportunités. Et sur les opportunités, vous avez cet écran. Et là, je peux analyser mon pipe avec à la fois des filtres, ici, que je peux paramétrer. Je peux paramétrer aussi quel est le pipe que j'ai envie de visualiser? Est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est celui de mon équipe? Est-ce que c'est celui d'une équipe particulière ou d'un territoire aussi, parce qu'on a la possibilité de visualiser des secteurs, par exemple, si vous les paramétrez dans Salesforce, ou également par équipe d'opportunités. Donc ça, c'est super intéressant aussi si vous avez paramétré ça dans la plateforme. Ensuite, vous avez des petits onglets ici qui vous permettent de filtrer. Donc voilà, affiche-moi toutes les opportunités qu'on a gagnées, plus un résumé. Donc voilà, on a 1 895 000 de gagnés. Et après, moi, je peux aller sur ce petit onglet et analyser en fait l'effort commercial qui a été fait. Donc là, on va pouvoir analyser les activités. Donc malheureusement, j'ai cliqué sur une mauvaise qui n'a pas d'activité. Je vais peut-être en prendre ici. Voilà. Peut-être celle-ci, où il y a des activités. Et là, véritablement, je rentre dans un autre mode d'analyse plus précis, où je vais pouvoir voir l'effort qui est mis par la force de vente pour closer l'opportunité. Est-ce qu'il s'est mis des tâches? Est-ce qu'il a fait des rendez-vous? Combien il a logué d'appels? Combien il a envoyé d'emails? Quels sont les emails qu'il a envoyés? Etc. Directement depuis cette vue. Donc, c'est quand même super intéressant de raisonner par pipeline. Et ensuite, en haut, là, ici, vous avez la possibilité d'avoir un Opportunity Score. Donc ça, c'est valable avec la feature Einstein de Salesforce. Mais vous avez également la possibilité d'avoir des petits
des petits compteurs ici, depuis quand c'est dépassé, par exemple, depuis quand on est sur le même stage, etc. Et ici, vous voyez, on a la feature que je vais parler un peu sur le forecast. On a la même chose aussi ici sur le pipeline, où voilà, véritablement, on voit que là, Laura, elle a changé ses close dates, elle les a poussées de 70 jours, donc elle les a décalées, pardon, de 70 jours. Donc voilà, ça aide véritablement soit un directeur commercial, soit un responsable, soit un commercial qui souhaite voir son pipe d'une manière assez visuelle et dynamique. Autre chose que j'aimerais vous montrer, et ça c'est une feature qui est très attendue par beaucoup d'utilisateurs, c'est le flowchart. Alors voici le flowchart. Ça c'est une feature super intéressante, je trouve, en tout cas de mon point de vue, pour le commerce. Ça permet d'analyser en fait d'une date de début à aujourd'hui comment a évolué le pipe commercial. Donc lorsque vous voyez ce genre de courbe, en fait c'est simplement qu'en fait on était sur un statut best case au départ et finalement en fait le commercial a perdu. Et du coup on peut analyser comme ça très rapidement le pipe avec ici un distinguo de qu'est-ce qui a été perdu finalement. Donc là on a 660 000 euros de perte, donc nos commerciaux n'ont pas été les meilleurs on va dire, mais voilà, cette feature elle est super intéressante pour de l'analyse un peu plus poussée et un peu plus visuelle. Et comme d'habitude, Salesforce vous permet de cliquer pour avoir directement le focus sur la bonne opportunité. Et de la même manière, on peut analyser l'effort, analyser l'activité, comme ce que j'ai pu dire tout à l'heure, et vérifier que le commercial a fait une bonne partie de son job et pourquoi il a perdu, essayer de comprendre et d'analyser plus en profondeur. Et ici, vous allez retrouver exactement les mêmes fils que j'ai pu citer tout à l'heure, hein. On a possibilité de filtrer par date un petit peu plus en amont ou des dates custom, et ici de filtrer par une équipe, par un manager, par un secteur. Et ici, on a la possibilité de sélectionner une start date, c'est-à-dire que ici, vous voyez, on commence au 1er février, puisque j'ai pris le début de la période, donc le début du mois. Mais je pourrais commencer par il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 mois, ou par une date custom, et avec toujours à la fin aujourd'hui. C'est-à-dire, sors-moi les chiffres de il y a une semaine jusqu'à aujourd'hui, comment le pipe a évolué. Donc ça, c'est une feature assez canon, en tout cas que moi j'estime très très utile pour le commerce. Et la dernière petite nouveauté que j'ai pas évoquée tout à l'heure, c'est la possibilité ici de marquer des opportunités en particulier. Donc, je sais que les managers aiment bien, en général, marquer les grosses opportunités, les big deals d'un seul coup d'œil. Et là, en fait, en marquant celle-ci, je peux cliquer ici pour avoir, en fait, affiche-moi le pipe uniquement sur ces big deals que j'aurai sélectionné. Et ensuite, vous avez la courbe qui est associée. Donc voilà, ça c'était pour ces petites features de pipeline et de flow que je vous ai montré en live. C'était plus sympa, je trouvais, de les montrer en live que juste afficher la slide. Petite info pour tous ceux qui sont intéressés, et je pense qu'il y en aura beaucoup, cette feature, elle est disponible uniquement sur les éditions Performance et Unlimited, et elle peut l'être également sur Enterprise, moyennant un coût additionnel pour les intelligences de revenus. Autre chose, sur ce même volet, encore un peu plus loin, et j'espère que je pourrai le jouer en démo, je l'ai fait hier lors d'une présentation user group, j'espère que je pourrai le jouer en démo cette fois, parce que la feature a mis un peu de temps à s'activer. Le Revenue Intelligence, c'est véritablement un dashboard qui est pré-créé, pré-mâché par Salesforce, et qui vous permet d'analyser les KPI de votre équipe. Donc, on va pouvoir, en haut à gauche, sélectionner une période, une date de début, une date de fin. Ensuite, on va avoir les personnes de l'équipe et la réalisation de leur objectif. Donc là, la courbe bleue, c'est véritablement ça, où ils en sont dans leur objectif. Ici, l'évolution du business au global, avec une courbe qui vous dit, OK, aujourd'hui, on est là, et les pointillés, c'est plutôt la prévision qui est prévue. Ensuite, en bas, vous allez avoir toutes les opportunités qui nécessitent une attention, donc typiquement des choses qui n'ont pas été relancées, des opportunités sans activité, voilà. Ensuite, vous allez avoir les dernières modifs des opportunités, quand est-ce qu'on a modifié l'opportunité pour la dernière fois. Et ici, vous allez avoir les principales opportunités, typiquement les top deals. Avant de vous présenter ce tableau, je vais juste voir si je peux vous présenter la feature en live, ça serait beaucoup plus beau.
Mais voilà, elle n'est pas dispo. Donc désolé, la feature met 24 heures à s'activer. Je l'ai activée il y a 2 jours, elle est toujours pas dispo. Donc désolé pour ça. On va rester du coup sur les petits screenshots que j'avais pu faire. Idem sur le revenu intelligence. Là, on va encore un petit peu plus loin. On a un tableau qui est carrément dédié à l'équipe. Donc là, on va pouvoir analyser les différentes étapes du pipe. Qu'est-ce qui a été gagné par l'équipe, quel est le pipe actuel de l'équipe, quel est le win rate de l'équipe, quelles sont la moyenne des deal size, c'est-à-dire la moyenne des deals au global, combien ça représente en euros ou en dollars, bien sûr, hein, tous les autres typologies. Quels sont les top accounts, donc quels sont les meilleurs comptes chez nous, quels sont les top deals ou les top open deals, et ici, quels sont les top produits. Donc ça aussi, c'est sympa, parce que si on raisonne aux produits ou aux services dans l'application, on a la possibilité de les traquer dans ce tableau. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est une feature qui est dispo sur Performance et Unlimited et qui a besoin d'un coût supplémentaire sur les parties Enterprise, si vous avez Enterprise. Petit focus sur la MFA. Alors, la MFA, pourquoi on en parle? Puisque c'est important, à partir de ce mois-ci, la MFA, si vous ne l'avez pas activée sur les orgs, vous n'êtes plus en conformité d'un point de vue de la loi européenne. Donc, il faut absolument activer cette feature sur toutes les orgs que vous côtoyez. Donc, l'authentification multifacteur, c'est quoi? C'est le fait de se connecter avec un login, un mot de passe et aussi avec un code qui est généré sur votre application. Vous avez plusieurs outils de MFA sur la partie Salesforce qui sont dispo. Donc, il y a forcément l'appli Salesforce Authenticator, mais il y en a d'autres. Il y a Microsoft Authenticator, Google Authenticator. Vous pouvez avoir aussi des clés de sécurité, donc type Google Titan, par exemple, ou YubiKey, qui permettent de générer un code. Ou nativement, plus sur l'app mobile, par exemple, le Face ID, le Touch ID, le Windows Hello. Donc, quels sont les changements pour les utilisateurs? Le changement, c'est qu'en fait, ils se connectent avec un login mot de passe, mais en plus, ils ont un code ou une approbation à donner dans leur application. La MFA ne concerne pas certaines typologies d'utilisateurs, notamment ceux qui sont à l'externe. Tout ce qui est expérience cloud, donc ce qu'on appelait plus communément community à la base, ces utilisateurs-là ne sont pas encore concernés par la MFA, mais ça va bientôt le devenir. Alors, concrètement, pour un utilisateur, lorsqu'on a activé la MFA, qu'est-ce qui se passe? Une fois que je mets mon login mot de passe, j'ai cet écran qui est proposé et qui me dit, voilà, il faudrait que vous utilisiez soit un Salesforce Authenticator via l'application mobile, ou soit une autre méthode de vérification. Pour l'activer pour les admins, petite information, il faut cocher cette case dans les autorisations système. Donc, c'est l'autorisation pour les utilisateurs. Donc, la petite recommandation Niji, c'est qu'on va créer une permission set avec cette autorisation et on va l'attribuer à tout le monde. C'est le plus simple et le plus maintenable. Je vais aller très très rapidement sur ces slides-là parce qu'en termes de temps, on a déjà été un peu juste. En fait, là, c'est très simple. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit télécharger l'app, il se log. On lui donne cet écran ici sur la partie Connect Salesforce Authenticator. Il clique sur l'application pour ajouter un compte. Dans l'application, on lui donne un texte. Il saisit ce texte sur la partie desktop et ensuite, c'est fait. Une fois qu'il voudra se reconnecter, il y aura une notification dans l'application et il clique sur Connect et il est connecté. Voilà la petite nouveauté sur la MFA et activez-le très rapidement puisque, comme je vous dis, les orgs ne seront plus en conformité sinon. Autre petite chose un peu cool sur la partie communauté. Tout le monde connaît Salesforce IDs, je suppose. Salesforce va un petit peu plus loin. Aujourd'hui, vous avez des coins que vous pouvez dépenser par idée pour promouvoir les idées qui vous intéressent le plus. Donc, vous pouvez dépenser 5, 20 ou 50 coins et vous en avez 100. Donc, ça se trouve sur le Salesforce IDs/Start Prioritizing. Et là-dessus, vous pouvez avoir cet écran avec les idées que vous pouvez promouvoir. Dernière chose sur les rapports, il y a des petites évolutions, notamment sur la partie recherche de rapports. On peut rechercher des rapports de manière plus facile. On sait que dans beaucoup d'orgs, il y a énormément de rapports, on a du mal à s'y retrouver. Là, vous avez la possibilité de trouver qui a créé le rapport, dans quel dossier ça a été mis, quel est l'objet, et on peut filtrer comme ça et arriver sur une vue où on retrouve facilement nos rapports.
Et pour l'activer, il faut aller dans la configuration, dans activer les types de rapports personnalisés au niveau de rapports et tableaux de bord. Donc les settings des rapports et tableaux de bord. Autre chose très cool sur les rapports et tableaux de bord, c'est l'analyse des emails de masse. Aujourd'hui, on n'avait pas la possibilité de traquer les emails de masse. Aujourd'hui, on va pouvoir reporter dessus avec les champs de l'objet list email. Donc ça, c'est une super nouvelle. On va pouvoir analyser du coup qui a répondu à l'email, qui l'a vu, pas vu, combien de mails j'ai envoyé, à qui je dois relancer finalement. Donc ça, c'est une feature super cool. Et ça, il faut aller dans nouveau type de rapport personnalisé, sélectionner email de liste et créer le type de rapport. Et dernière petite évolution sur les rapports, c'est le inline editing qui nous permet de modifier depuis un rapport des données en masse sans aller dans les enregistrements. Donc ça aussi, c'est un truc pour la productivité un peu plus, je dirais, qui nous permet de modifier les reports directs. Donc quand vous pouvez modifier, vous avez toujours le petit crayon. Quand vous ne pouvez pas modifier, vous avez un petit cadenas. Et la feature, elle est activable dans les paramètres, donc des rapports à tableau de bord, et il faut activer l'édition en ligne. Dernière chose sur les gauges, petite amélioration aussi, on a possibilité de les mettre sur un champ de manière dynamique. Typiquement, ce qui peut vous intéresser, c'est d'avoir un objet qui s'appelle objectif et dans lequel on rétribue tous les objectifs des commerciaux et de faire varier cette courbe suivant l'objectif commercial qu'on aura déterminé par mois, par an, etc. Et du coup, cette jauge sera dynamique par rapport à ce champ. Et ça, c'est plutôt cool aussi parce qu'à l'époque, souvenez-vous, on était obligé de mettre de 0 à 30 000, de 20 000 à 50 000, de 50 000 à 100 000 et d'avoir cette courbe. Donc, qui n'était pas du tout correcte et ajustée aux objectifs. Et je vais passer la main à Florian sur la partie marketing. Merci Julien. Bonjour à tous. La grande nouveauté concernant cette release printanière, finalement, c'est le rythme que prennent les releases Marketing Cloud. Dès Spring 22, la solution elle suit officiellement le même rythme que les autres clouds, ce qui n'était pas le cas avant. Même timing de publication sous forme de package. Moins de petites nouveautés diffuses tout au long de l'année, comme on a pu le vivre ces dernières années d'ailleurs. Plus de packages complets au rythme des saisons. C'est pour moi la nouveauté Marketing Cloud. Je commence par vous apporter une vue générale des nouveautés qui ont été annoncées dans la sphère Marketing Cloud, pas que Marketing Cloud pour le coup. Et on terminera par quelques petits changements qui selon moi, sont importants à connaître. Concernant Datorama Report, vous êtes certainement nombreux à avoir testé cette nouvelle fonctionnalité, ajoutée l'an dernier d'ailleurs, et qui venait remplacer Discover d'Analytics Builder pour ceux qui l'avaient dans leurs éditions Marketing Cloud. Dans la continuité d'amélioration de l'analytics au global dans Marketing Cloud, on a ici Salesforce qui vient enrichir cette nouvelle feature en ajoutant des nouvelles dimensions et des nouvelles mesures pour constituer vos fameux tableaux croisés dynamiques, entre autres. C'est tout l'intérêt de Datorama Report. Et c'est en tout petit ici, mais voici vous avez sous les yeux la liste des nouvelles dimensions et des mesures avec lesquelles vous allez pouvoir jouer. Ces nouveaux indicateurs, ils sont principalement orientés comportemental suite à des envois de campagne email. Et toutes ces nouveautés, elles seront accessibles. Elles seront accessibles comme vous le voyez, comme vous le verrez dans la slide suivante, dans les settings de vos tableaux croisés dynamiques. Merci Julien. Et vous pourrez d'ailleurs toujours exporter ces tableaux, toujours agréger de la donnée, toujours programmer les récupérations. Et d'ailleurs, si tu peux revenir en arrière, Julien, je faisais un écho à iOS 15 avec toutes les restrictions qu'on a récemment rencontrées avec iOS 15. On va maintenant avoir cette possibilité de créer des rapports qui font état des devices mobiles. In fine, ça peut nous servir à évaluer l'impact des nouvelles règles d'Apple sur le tracking des données d'ouverture, ce qui nous manque depuis maintenant septembre-octobre 2021. Donc iOS 15, nous voilà. Tu peux enquiller sur l'autre. Merci. Les tableaux croisés dynamiques, je disais tout à l'heure, ça reste un jeu d'enfant. Et pour les chanceux qui ont la version Advance de Datorama Report, qui est une version payante, sur laquelle on peut rajouter ses propres dimensions, rajouter ses propres mesures spécifiques, ces nouveaux indicateurs qui sont ajoutés par Salesforce seront bien sûr utilisables dans les dashboards qui sont préconçus. Pour ceux qui ont la version gratuite de Datorama Report, il y a 5 dashboards. Avec la version Advanced, vous pourrez en avoir autant que vous voulez pour le coup.
Real-time behavioral engagement, l'engagement en temps réel des événements comportementaux. C'est à la mode sur Marketing Cloud. Plutôt, ça devient simple à mettre en place le real-time avec Marketing Cloud. Et d'ailleurs, pour les utilisateurs de mobile push uniquement, donc ceux qui font du push mobile, cette nouveauté, elle devrait vous donner le sourire. Le ciblage des populations qui vit un événement en temps réel sur l'application, ça a toujours été un sujet à des développements de flux API, ça a toujours été des plans de tag difficilement évolutifs, des actions techniques parfois lourdes à sortir. Avec cette feature dédiée à l'application mobile, Salesforce va vous proposer tout un mode opératoire plutôt bien ficelé d'ailleurs, qui va vous permettre de configurer des sources d'entrée en temps réel dans le Journey Builder, en fonction d'un événement qui serait vécu sur votre application mobile, et sans mettre totalement, entre parenthèses totalement, les mains dans le code. Tout du moins, on vous indique dans le mode opératoire là où les mettre, les mains, et comment les mettre. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés, ça demandera tout de même une petite mise à jour du SDK mobile. Mais ça, on garde ça pour les développeurs mobiles. Ce serait pas drôle si on travaillait pas avec des devs sur mobile push. Voilà, et suite, sur cette release, pas de nouveauté sur Einstein finalement, on voit du Einstein partout. Donc Salesforce continue à déployer le petit bonhomme un petit peu partout, et tant mieux, parce que ça nous sert, c'est plutôt utile. On a quelques innovations qui viennent compléter l'offre actuelle, qui est déjà bien complète, notamment avec le STO, le Send Time Optimization, l'optimisation de l'heure d'envoi, qui pourra maintenant être utilisé dans comment ça s'appelle, Automation Studio. Parce que oui, pour les anciens, on peut envoyer des emails depuis Automation Studio, c'est l'ancêtre de Journey Builder. Donc c'est une possibilité finalement d'utiliser cette optimisation de l'heure d'envoi dans un workflow linéaire sur Automation Studio. Je suis pas sûr que ça aille à tout le monde, parce que finalement l'intérêt est de passer par Journey Builder, mais c'est bien de savoir qu'on peut quand même l'utiliser. Et dans sa logique de déploiement de features cross-platform, Einstein pourra aussi servir à adapter les fréquences d'envoi pour les workflows qui sont gérés avec Pardot. De manière générale, les deux solutions s'inspirent de plus en plus l'une de l'autre en ce qui concerne leurs évolutions. C'est plutôt pas mal en matière de lead nurturing. Marketing Cloud a beaucoup à apprendre de Pardot. Et inversement, en ce qui concerne les connaissances des populations, qui est la force de Marketing Cloud a beaucoup à apporter à Pardot. Et pour les utilisateurs de Datorama, la solution entière, on ne parle pas de Datorama Report, là en l'occurrence, on parle de la solution entière et annexe. Einstein vient compléter les données et les vues en proposant d'interpréter des données de dépenses de vos campagnes. L'objectif étant tout simplement l'optimisation des budgets alloués à vos campagnes de com, qui sont issus de Marketing Cloud, en agrégeant le tout avec d'autres données externes. Pour le coup, je pense qu'on pouvait déjà atteindre ce genre de vue en bricolant quelques flux. Mais bon, c'est bien que Salesforce le package et le propose aux utilisateurs de Datorama. Ça, c'était la partie des grosses annonces de cette release Spring 22. Mais pour le coup, comme je disais en intro, il y a pas mal de petits changements qu'il faut connaître parce que ça vous impactera certainement plus que du Datorama ou du Pardot. J'ai fait une sélection des sujets qu'on rencontre le plus, en tout cas avec nos clients. Il faudrait d'ailleurs un webinar d'au moins 12 heures pour discuter de tout. Mais voilà, selon moi, je pense les principaux changements à considérer sur cette release. On a le MFA comme tu l'as annoncé, Julien, en amont. Donc, on a dû vous le répéter avec insistance ces dernières semaines. Moi, le premier, je le répète à tous mes clients. Ça y est, c'est aussi live sur Marketing Cloud. Tout du moins, c'est en cours de déploiement depuis le 12 février. On nous avait annoncé le 2 février, finalement, c'était le 12 février. Donc, tous les anciens clients qui passaient entre les mailles du filet jusqu'au début du mois de février sont maintenant concernés. Donc, à vos mobiles, à vos applications d'authentification. Pour le coup. Le second point, pour celles et ceux qui sont dans un environnement avec une connexion plateforme depuis un SSO, c'est vos équipes techniques qui vont être ravies d'apprendre que le process de gestion et de mise en place, il est simplifié. Maintenant, on aura un seul fournisseur d'identité pour la configuration du SSO. On avait plusieurs, c'était difficile d'adapter au SI avant. Donc là, Salesforce, une fois de plus, fait cette démarche de faciliter l'intégration du SSO. Et idem pour les équipes techniques qui parfois s'étonnent de ne pas avoir été prévenues d'un changement de mot de passe sur leur compte FTP, sur leur accès au compte FTP Marketing Cloud, ou une expiration du mot de passe. Une notification sera maintenant envoyée par email aux utilisateurs
des accès FTP pour les prévenir. Donc jusqu'à maintenant, c'était les admins qui recevaient ces notifications. Et ben, à partir de cette release, les utilisateurs FTP pourront enfin être au courant. De manière générale, on conseille souvent d'avoir des accès sans expiration de mot de passe. C'est pas totalement sécure, mais au moins pas garanti que ça n'expire pas. Merci Julien. Encore un petit changement côté Einstein avec le modèle de calcul des données qui s'améliore. On nous promet plus d'insight, on nous promet un nouveau modèle d'intelligence artificielle sur les scores d'engagement. J'attends de voir. Pour ceux qui ont aussi déjà branché Slack à leur environnement Marketing Cloud ou inversement Marketing Cloud à leur Slack, la fonctionnalité Messaging Insight, vous savez les alertes qui indiquent toujours 99 en haut à droite de votre BU, eh bien ces alertes elles seront maintenant publiées dans votre Slack pour prévenir des performances anormales dans vos parcours Journey Builder. C'est plutôt pas mal comme fonctionnalité parce que ça va nous dire si les volumétries sont cohérentes, si elles sont pas cohérentes, si les taux d'ouverture sont cohérents par rapport à une moyenne établie sur votre BU. Donc la feature elle est quand même plutôt smart. Web Studio classique et éditeur classique CloudPage. Ce changement concernant Web Studio, ça reste surtout aux anciens utilisateurs. Pour le coup, ça fait déjà quelques années qu'on a annoncé le décommissionnement de la fonctionnalité. Et c'est pour juin prochain. Voilà, c'est pour juin prochain. Salesforce décide tout de même de garder l'éditeur classique de CloudPage, mais il sera accessible depuis Content Builder, ce qui est pour le coup plus logique, c'est la partie création de contenu d'assets de Marketing Cloud, donc ça a du sens. Et à noter, de manière générale, une amélioration globale de l'expérience autour de CloudPage. Ça a été initié depuis 2 ans maintenant par Salesforce, et Salesforce continue dans ce sens, donc tant mieux. Tant mieux parce que CloudPage, c'est quand même un sacré outil pour créer nos formulaires, en l'occurrence. Et dernier point concernant le SMS, le canal sur lequel le tracking est parfois épouvantable, parce que les opérateurs ne remontent pas d'indicateurs, remontent peu d'indicateurs. On pourra enfin trouver des informations, on aura enfin accès à des informations supplémentaires sur nos envois par rapport à des nouveaux codes de statut. J'attends de voir aussi. Bonjour à tous, merci Florian, merci Julien. Donc, je vais vous parler des aspects les plus techniques des dernières évolutions proposées par Salesforce sur la release Spring 22. Sans plus attendre, on va parler des flux, flows, et de toutes les nouveautés qui vont vous aider à avancer sur la partie low-code. Donc, on sait que Salesforce est leader numéro 1 sur toute la partie CRM et également positionné comme leader dans les classements low-code. Et il y a une vraie montée en puissance sur ce sujet-là. Donc, les flows, c'est typiquement des éléments de configuration low-code. Julien, si tu viens de passer. Donc, on sait depuis quelques temps qu'il y a une tendance en fait de dériver des anciens types d'automatismes style workflow ou process vers les flows dans Salesforce. Et aujourd'hui, on a enfin des outils qui nous permettent de décommissionner en fait nos workflows existants et de résorber la dette technique et de les transformer en flux exploitables. Donc là, c'est très simple. On a une fonctionnalité qui nous permet d'évacuer cette dette technique dans la mesure où les workflows respectent certaines conditions. Par exemple, ils n'ont pas de critères d'entrée dans la formule, ou ils ne vont pas provoquer de changement de propriétaire dans les enregistrements, ou ils ne vont pas générer une création de tâches. À ce moment-là, on a la capacité assez rapidement de migrer vers les flux. Ça gère aussi assez habilement la notion d'activation, désactivation. Il ne faut pas avoir 2 fonctionnalités qui s'exécutent en parallèle. Et voilà, donc c'est un levier assez rapide pour passer au flux. Merci. Encore une autre nouveauté, c'est l'explorateur de déclencheur de flux. Cette nouveauté, en fait, elle a 2 cas d'usage assez intéressants. Quand vous voulez, par exemple, créer un nouveau flux, vous allez vous interroger, un nouveau flux déclenché, associé à la modification d'un enregistrement, vous allez poser la question, quels sont les flux qui existent déjà pour cet enregistrement? Auparavant, on avait une liste de l'ensemble des flux sans précision sur l'objet auquel ils étaient associés. Aujourd'hui, on peut aller rapidement dans cet explorateur et vérifier, par exemple, pour les opportunités, quels sont les flux existants. Donc ça facilite l'analyse. Également, quand on veut qualifier une anomalie,
et qu'on ne connaît pas forcément sur le bout des doigts le CRM en question, eh bien, on va pouvoir rapidement constater quels sont les automatismes qui vont se déclencher à la modification. Donc, là, c'est une nouveauté assez pratique qui est mise à disposition. On a ensuite aussi une nouveauté, c'est aussi dans tout ce qui est maturité sur l'aspect low-code et qui participe à cette montée en puissance. Alors, auparavant, il y avait une règle qui existe toujours d'ailleurs, d'avoir un point d'entrée unique quand on a une automatisation, par exemple un flow, et se dire, pour mes opportunités, par exemple, je n'aurai qu'un seul point d'entrée qui sera mon flux numéro 1, qui invoquera ensuite des sous-flows. Salesforce s'est rendu compte qu'il y a pas mal de cas dans lesquels il y a des usages multiples sur le CRM, plusieurs équipes qui vont travailler et qui ne vont pas forcément suffisamment se synchroniser pour gérer ce point d'entrée unique correctement. Ou alors des organisations Salesforce qui ont déjà plein de flux et qui veulent rationaliser la situation. Maintenant, ils peuvent le faire en précisant un ordre d'exécution des flux. Il y a aussi un autre cas d'utilisation qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir séquencer nos flux, les découper selon une logique métier, selon une logique applicative, et récupérer des résultats intermédiaires. Donc, si mon flux 1 récupère un résultat, mon flux 2 pourra l'utiliser. Alors qu'auparavant, je n'avais pas de garantie que le flux 2 se déclenchera pas en premier. Donc voilà, ça permet de fiabiliser un peu l'exécution, de rationaliser aussi les flux. Alors, exceptionnellement, Julien, est-ce que tu peux passer d'abord à la slide suivante et revenir ensuite à celle d'après? Donc, encore une nouveauté sur le filtrage des éléments d'une collection. Ça, c'est assez simple, en fait. Les flux, souvent, ça nous permet de récupérer des listes d'enregistrement, des collections d'enregistrement. Par exemple, l'ensemble des utilisateurs l'ensemble des commerciaux dans votre CRM, ou également ne prendre que les opportunités qui appartiennent à un commercial. Et l'avantage que ça a, si on veut en fait multiplier les filtres, on va faire une seule requête sur nos opportunités, par exemple, et ensuite, on aura juste à appliquer des filtres qui ne vont pas refaire une requête dans la base de données, donc améliorer la performance, et dire « je veux que tu me récupères le sous-groupe de ma requête qui concerne le commercial A. Je veux que tu me récupères ensuite un autre filtre, toutes les opportunités qui sont affectées au commercial B, et ainsi de suite. » Auparavant, il fallait faire 3, 4, 5 requêtes, autant qu'on avait de commerciaux dans ce cas-là. Maintenant, on fait une requête et des filtres qui sont très efficaces en termes de performance. Du coup, si tu reviens. Et en fait, une fois qu'on a fait ces filtres, on peut aussi avoir des cas d'usage intéressants. C'est la génération d'options de choix pour des collections d'enregistrement. Donc, auparavant, pour faire ça, il fallait faire du code, concrètement. Donc un petit composant qui nous permettait de récupérer les enregistrements d'une collection, par exemple la liste des commerciaux, et ensuite avec ce composant spécifique, afficher une liste déroulante ou alors des radio-boutons à sélectionner, des options à sélectionner. Maintenant, on peut faire un composant affichable standard dans les flux qui va récupérer, par exemple, tous mes commerciaux et qui va permettre à l'utilisateur de sélectionner dynamiquement, en fonction des commerciaux du jour, commerciaux présents actuellement, lesquels il veut référencer. Et par exemple, il pourra, dans un premier temps, choisir 2 commerciaux, ensuite prendre les opportunités, faire des filtres dynamiques à partir des utilisateurs, des commerciaux qui ont été sélectionnés, puis ensuite, par exemple, décider de transférer les opportunités du commercial A vers le commercial B, inversement, ainsi de suite. Donc, il y a des cas d'usage comme ça qui peuvent se dépiler assez rapidement, uniquement avec des flux aujourd'hui. Merci. Alors après, assez rapidement, d'autres évolutions sur les flux. Maintenant, il y a la version des flux qui s'affiche dans les onglets du navigateur. Donc, on peut avoir beaucoup de versions du flux. Si on veut les maintenir, c'est plus pratique à suivre dans le temps. La présentation automatique assez généralisée. Donc là, on voit que les flux sont présentés de manière assez claire, assez lisible. Auparavant, ça pouvait être un peu illisible quand c'était positionné à la main.
Voilà, et puis ensuite la possibilité de sortir d'une boucle for avec une condition de sortie, comme ça se fait sur le code avec un goto. L'ouverture des flux secondaires, donc ça c'est assez important, vu qu'il y a beaucoup de sous-flows intégrés dans des flows, et on le verra ensuite aussi avec des orchestrateurs. C'est important de pouvoir accéder au contenu de ces flows, donc maintenant on peut le faire assez facilement depuis plusieurs endroits dans Salesforce pour analyser les impacts du flow en question et les conséquences des sous-flows. Et puis, on peut terminer un flux de manière plus élégante avec ce petit élément fin à peu près partout dans le flow aujourd'hui. Après, il y a un sujet, donc c'est sur les orchestrateurs. Donc maintenant, c'est globalement disponible. C'était en bêta. D'abord, c'était en pilote, puis ensuite en bêta. Donc maintenant, on peut l'avoir pour tout le monde. L'intérêt de l'orchestration, c'est que vous allez pouvoir gérer des cas d'usage plus complexes. Il y a des étapes, en fait, des étapes qui vont exécuter des flows. Donc, en gros, l'orchestrateur, c'est plusieurs étapes qui chacune contiennent plusieurs flux. Ces flux, ils peuvent être automatisés, donc c'est des actions qui ne nécessitent pas l'interaction d'un utilisateur. D'autres flux, ça va être des écrans avec des actions à réaliser par un utilisateur ou par un groupe, par une personne parmi un groupe d'utilisateurs. Donc ça permet de gérer des processus assez complexes. Par exemple, si on parle un processus de réaffectation des opportunités, on peut avoir des critères automatiques qui vont se déclencher dans un premier temps dans notre orchestration. Puis ensuite, va y avoir une étape qui va demander à des directeurs, par exemple, de commencer à faire un filtrage humain des réaffectations d'opportunités. Ensuite, peut-être qu'il y aura, une fois que cette étape sera terminée, si d'autres personnes essayent de faire ces actions, ça sera réputé comme terminé côté CRM, donc on ne pourra plus l'exécuter. Donc on garantit qu'il n'y a qu'une seule exécution de chaque étape. Et ensuite, on peut laisser la possibilité à d'autres personnes de raffiner ce processus et ainsi de suite, de rajouter des étapes qui s'enchaînent. Alors, il y a certainement beaucoup de cas d'usage plus complexes et plus intéressants, mais l'idée, c'est qu'on peut rationaliser l'utilisation des flux aujourd'hui et avoir des séquences d'utilisation enregistrées, correctement gérées dans Salesforce. Merci. Ensuite, on passe à la facilitation des usages API. Donc, sur ce sujet-là, en fait, vous connaissez certainement Swagger. On parlait d'Open API 2, qui était largement disponible dans Salesforce. Le problème, c'était que c'était assez obsolète. Et aujourd'hui, Salesforce passe à Open API 3. Et donc, ça vous permet de rassurer en fait dans l'utilisation de cette technologie et de généraliser son usage. Concrètement, quand on parle d'inscription de spécifications supplémentaires avec la prise en charge d'Open API 3, aujourd'hui, avec un contrat d'interface API de nouvelle génération, on peut par exemple se connecter, permettre à Salesforce de se connecter à un PIM et aller récupérer des produits depuis l'extérieur sans aucun code. Donc on va avoir en fait côté application PIM par exemple des outils qui nativement vont permettre de générer cette documentation d'interface. A priori, cette version est assez standard, universelle et bien gérée dans la plupart des langages. Un administrateur Salesforce récupère cette information, la rajoute dans son flux et peut se connecter au service pour aller récupérer des produits dans le PIM. Et après, il y a le cas d'usage inverse qui est assez intéressant sur la slide suivante. Et ça, c'est assez nouveau, qui permet en fait de récupérer l'intégralité des spécifications API standard de Salesforce sur votre organisation, c'est-à-dire tout votre modèle de données. C'est essentiellement cette partie-là qui va évoluer. Si vous créez des champs, si vous créez des objets, bien vous allez voir la définition d'API version 3 de OpenAPI.
qui va être généré. Et donc, concrètement, si vous modifiez des champs, eh bien, vous pouvez retransmettre le nouveau contrat d'interface à d'autres services de la DSI. Voilà. Merci. Et enfin, l'amélioration du test et le suivi de la performance. Donc, sur cette partie-là, il y a aussi un effort d'industrialisation et de respect des standards du marché, et aussi le fait de se dire qu'on peut investir dans Salesforce, parce que ce ne sont pas uniquement des technologies propriétaires, mais des technologies qui vont être applicables à l'ensemble de votre système applicatif. Donc là, en l'occurrence, on a une framework de test qui va permettre de gérer toutes les évolutions. Alors, framework de test pour les pages web, qui va vous permettre de gérer toutes les évolutions de ces pages. On sait que on a fréquemment des situations dans lesquelles le modèle de la page va changer, des composants vont changer de nom, de position, se rajouter, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est décorréler l'évolution de cette page de tous vos tests automatisés en rajoutant en fait ce qu'ils appellent un JSON Page Object qui va en fait reprendre les thématiques et les éléments de votre page de DOM, donc la version HTML, on va dire, de votre page. Et ainsi, vous pouvez faire évoluer votre page et continuer d'avoir vos tests qui vont pouvoir fonctionner correctement. Donc, c'est l'idée principale de cette évolution. Et enfin, surveillance de vos pages d'enregistrement de bureau les plus lentes. Alors, il y avait déjà, d'un point de vue adoption, l'affichage de nombre d'occurrences, nombre de visites d'une page par les utilisateurs. Aujourd'hui, on rajoute une alerte sur toutes les pages qui s'affichent en plus de 4 secondes. Ça, c'est assez intéressant. Ça permet de corriger des situations, mais de comprendre aussi pourquoi peut-être les utilisateurs ne sont pas performants sur certaines tâches. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, ce webinaire sera diffusé bientôt sur notre chaîne YouTube. Donc, vous recevrez un email et vous pourrez bien sûr partager ce contenu avec qui vous le souhaitez. Merci et puis à bientôt. Au revoir.